Des fossiles qui donnent la météo, une bactérie qui pourrait bien sauver le monde et des médicaments qui peuvent se réincarner. Allez, il est temps d'aborder le prix du jeune chercheur. Quand il n'est pas dans un 747 pour assouvir sa passion des voyages, le candidat que nous sommes allés rencontrer écoute le jazz fusion de Gogo Penguin. Sinon, Alexis Litch, qui mène ses travaux au CEREG, le Centre de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement, plonge dans les mémoires de la Terre et de ses sols. Oui, alors, là, tout le monde marche sur un sol, et ce sol va être différent en fonction du climat local. Le sol qu'on retrouve ici en Provence est complètement différent des sols que nous allons trouver en Champagne-Ardenne ou dans les zones équatoriales. Parce que la végétation est différente, mais aussi les températures, le bilan hydrique de ces zones. Et tous ces changements impliquent des minéraux différents dans les sols et une composition chimique différente pour ces minéraux. Donc mon travail consiste en partie à aller sur des sites fossiles. Les fossiles de vertébrés sont très souvent retrouvés dans des roches sédimentaires. Et ces roches sédimentaires, eh bien, on va retrouver des anciens sols dedans. Je vais aller donc chercher les minéraux de ces anciens sols et à partir de leur composition chimique, reconstituer le climat au cours de la formation de ces sols et donc associé avec les fossiles. Sur le terrain, première étape des recherches d'Alexis Litch, dater le sol dans lequel il aura prélevé un fossile. Ici, moins 45 millions d'années par exemple. Ensuite, il convient d'analyser le fossile, ou plutôt les sédiments qui l'entourent. Et c'est la composition de ces sédiments, de cette terre, qui va renseigner le chercheur sur les conditions climatiques qui régnaient il y a 45 millions d'années. Et ces recherches sont riches en enseignements quant à l'importance du climat sur la répartition des espèces à la surface du globe. Alors, ce que nous permettent le type de recherche que je mène, c'est de pouvoir placer sur la carte spatiale et temporelle l'évolution des espèces. C'est-à-dire pouvoir dire que, par exemple, il y a 45 millions d'années, nous avions un certain type de primates présents en Asie, en Europe, et puis que soudain, à 40 millions d'années, ces primates apparaissent en Afrique. Et non seulement mes méthodes de datation permettent de dater précisément ces événements, mais nous permettent aussi de proposer des hypothèses pour l'évolution de cette distribution spatiale et pour l'évolution donc de la diversification subséquente de ces espèces. Par exemple, le fait que l'on retrouve soudainement des primates en Asie jusqu'en Afrique, eh bien on peut tenter de l'expliquer en regardant l'évolution des environnements le long de l'axe de dispersion. Comment ce singe est-il arrivé dans cette forêt? Et ce cerf a-t-il suivi la météo pour venir s'installer ici? Et l'homme dans tout ça? Quel rôle joue-t-il aujourd'hui dans ces migrations? Étonnamment, ce sont bien des fossiles vieux de 40 millions d'années et les travaux d'Alexis Litch qui pourraient bien nous apporter la réponse à cette énigme. Les dispersions aujourd'hui sont principalement créées par l'homme. Tous les ans, des espèces asiatiques qui se retrouvent en Amérique du Nord ou des espèces d'Amérique du Nord qui se retrouvent en Afrique. Et tout ceci est dû à l'impact de l'homme et à la mondialisation et la multiplication des échanges. Les échelles de temps sur lesquelles je travaille, les mécanismes sur lesquels je travaille sont bien avant l'apparition de l'homme et donc il n'y avait pas d'impact anthropogénique sur les dispersions. Mais on peut se dire que si l'on cherche à modéliser l'impact de l'homme sur les dispersions, la première étape, c'est de comprendre comment les dispersions fonctionnent sans l'impact de l'homme. Et c'est là que ma recherche est importante. Elle nous permet de comprendre comment marchent les dispersions d'espèces à longues échelles spatiales sans l'intervention humaine. Est-ce que vous pouvez me parler, Mar? Bonjour, je m'appelle Mar. Bienvenue au Mio. Le matin où nous avons rencontré l'océanographe Marc Benavides, le morceau Nowhere Man des Beatles lui trottait dans la tête. La veille, elle avait regardé un Ken Loach à la télé. Elle adore Ken Loach. Mais ce jour-là, avec nous, Marc voulait surtout évoquer ses recherches en océanographie microbienne.
Donc mes recherches portent sur la sonographie microbienne. Donc je m'intéresse au rôle de petites microbes qui sont dans l'eau de mer. En particulier, je m'intéresse à un processus qui s'appelle la fixation d'azote. Donc ça, c'est un processus biologique qui certaines bactéries marines sont capables de faire, qui s'appelle les diazotrophes. Donc elles vont prendre l'azote de l'air et les transformer en azote biodisponible, donc de 5 grès, qui vont faire la base de la production primaire marine dans l'océan pour le reste des micro-organismes. Donc en fait, ces processus, ça amène à peu près la moitié de l'azote disponible dans l'océan. Donc c'est très important pour la production biologique dans l'océan et aussi pour le rôle de l'océan dans le changement climatique. La fixation d'azote par les diazotrophes. Je crois qu'un petit rappel s'impose. L'azote est essentiel à la vie, mais pour être assimilé par les organismes vivants, il doit être transformé. Ici, l'atmosphère, avec ses 80% d'azote. Une partie de ces molécules d'azote va retomber dans les océans. Et c'est là qu'interviennent les diazotrophes. Ces bactéries sont capables d'assimiler l'azote et de le transformer en ammonium et autres acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines. Bref, sans diazotrophes, pas de vie. Et ainsi, on comprend mieux toute l'importance des travaux de Marbel Avides pour percer les secrets de cette bactérie bien cachotière. Il y a plein d'aspects de ces diazotrophes à petite échelle qu'on ne comprend pas. Donc on ne comprend pas comment ils vont utiliser la matière organique, si c'est un type de composé, un autre type de composé. On ne comprend pas comment ils sont affectés par les processus physiques, donc par la circulation océanique, par les courants, par les marées. Donc je travaille un peu dans ces deux aspects. Donc il y a le côté chimique, comment ils vont interagir avec son milieu chimique et aussi avec son milieu physique, comment ils vont être redistribués par les courants, comment ils vont former des différentes communautés en fonction de mosaïques que les courants font dans la surface de l'océan. Percer les mystères du diazotrophe dans l'infiniment petit pour mieux en comprendre les conséquences à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, il est là l'enjeu des recherches de Marbel Avides. Et à bien l'écouter, le fruit de ses travaux nous concerne tous. Notre recherche, je crois que ça sert à comprendre mieux comment fonctionne la planète et du coup avoir plus de moyens de comprendre ce qui va passer dans le futur. Donc, la fixation d'azote, elle va fournir la moitié de l'azote disponible dans l'océan. Donc en fait, sans la fixation d'azote, l'océan ne sera pas capable de tenir toutes ces pressions anthropiques qu'on fait. Donc on a besoin vraiment de comprendre la fixation d'azote, comment elle est maintenant, pour essayer de voir comment elle va évoluer dans le futur. Et ça va avoir des conséquences très importantes dans les climats et aussi dans les ressources marines de tous les services écosystémiques de lesquels l'humanité s'en sert. Si nous n'étions pas supporters de l'Olympique de Marseille, nous aurions pu croiser notre prochaine candidate dans les travées du Roudourou, le stade de Guingamp, dont elle est, hélas, supportrice. Ou dans les calanques qu'elle arpente quand son agenda lui permet. Mais c'est au Centre de recherche en cancérologie de Marseille que nous avons rencontré Marion Legrand. Ses recherches portent sur le cancer de l'enfant et plus particulièrement sur les médicaments qui permettent de les traiter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de médicaments en cancérologie est un processus qui est extrêmement long et extrêmement coûteux. Donc à l'heure actuelle, on essaye de trouver des mécanismes qui permettent d'aller plus rapidement vers la clinique et à moindre coût. Et donc c'est ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments. Je vais utiliser des médicaments qu'on utilise déjà au quotidien et je vais essayer de comprendre si ces médicaments-là peuvent être utilisés contre les cancers de l'enfant. En fait, si je peux vous donner un exemple concret, par exemple, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui peut avoir un diabète ou souffrir de migraines, par exemple, donc des maladies un peu communes. Il y a déjà des traitements qui sont utilisés pour traiter ces pathologies et qui fonctionnent très bien. Et à l'heure actuelle, moi, mon objectif, c'est d'aller utiliser ce médicament contre le diabète ou contre les migraines pour voir si je peux les utiliser pour traiter les enfants atteints d'un cancer. Première étape des travaux de Marion Legrand, le criblage à haut débit. Une technique qui permet d'observer les effets de médicaments existants sur des cellules cancéreuses. Mais une fois la perle rare dénichée, Marion Legrand doit répondre à une question essentielle. Comment ce médicament agit-il sur la tumeur ?
C'est un des enjeux majeurs de mon projet à l'heure actuelle, c'est vraiment essayer d'aller percer comme ça le secret des médicaments au sein des cellules cancéreuses. Et donc à l'heure actuelle, je suis dans une étape un peu initiatrice, on va dire. Je suis en train d'essayer de mettre en place avec mon équipe une approche qui va être dite intégrative pour utiliser plusieurs techniques, donc ça prend de la chimie, de la protéomique, de l'intelligence artificielle, et essayer d'intégrer tout ça pour mieux comprendre le mécanisme d'action des médicaments que nous utilisons. Et donc tout l'enjeu pour moi, ça va être de réussir justement d'utiliser tous ces outils à bon escient, de façon à décortiquer le mécanisme d'action des médicaments pour être encore plus dans des meilleures conditions pour apporter ce médicament en clinique et assurer son succès chez le patient. Avec le développement des technologies à haut débit, les chercheurs en apprennent un peu plus chaque jour sur les tumeurs cancéreuses. Et Marion Legrand s'inscrit pleinement dans ce processus en développant une approche pluridisciplinaire qui ouvre de grands espoirs pour la lutte contre le cancer des enfants. Avec cette intégration des différentes disciplines, c'est-à-dire l'intelligence artificielle avec les bioinformaticiens, les algorithmes des maths, etc., je pense qu'on va arriver en fait dans ces prochaines années où on va pouvoir intégrer un petit peu toutes ces données. Moi, j'aimerais bien pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice en apportant justement cet aspect pharmacologie, cet aspect des médicaments. Mais si on regroupe un peu toutes ces données, moi j'ai un peu cet espoir fou de me dire que, alors 10, 20, 50 ans, je ne sais pas exactement, mais en fait les traitements anticancéreux seront utilisés un peu comme des maladies chroniques. J'utilise souvent cette analogie ou de dire qu'il y a plusieurs années de ça, les gens qui avaient un diabète de type 1, ils ne survivaient pas, ils n'avaient aucun traitement et généralement ils voyaient leur espérance de vie qui était très réduite. Et à l'heure actuelle, en fait, ces personnes-là vivent comme monsieur et madame tout le monde. Alors certes, ils doivent contrôler leur glycémie et s'injecter de l'insuline, mais c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Moi, j'ai un peu ce rêve-là de me dire que les patients qui seront atteints d'un cancer, ça sera une maladie chronique et qu'on va pouvoir en fait comme ça venir cartographier régulièrement leur cancer, mieux comprendre du coup quelle protéine va être importante ou quel mécanisme épigénétique, etc. Et avec les datas qu'on a également sur les médicaments, on va pouvoir comme ça venir adapter le traitement et donc les traiter de façon chronique et ils vont pouvoir vivre comme ça toute leur vie.